Bienvenue, messieurs, dames, à ce énième numéro de votre émission Dîner des communicats, qui est une émission socio-politique de décryptage et analyse de questions d'actualité présentée par moi-même, votre humble serviteur Herman Dokwa. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gratuité de la maternité et soins de nouveau-nés. Nous allons parler de des sujets, nous allons faire le briefing, nous allons analyser le briefing de mission de M. Agoma, tel que été relayé sur la chaîne nationale. Et alors, je suis passé dans ces plateaux, je suis avec un homme, un monsieur, un jeune, il s'appelle Josué Dikamba. C'est avec lui que nous allons essayer de décortiquer ces sujets et que j'ai le luxe plaisir de dire bonjour, monsieur Josué. Bonjour, monsieur Herman, et bonjour à tous qui nous suivent actuellement à travers S-Média. Nous sommes très contents de revenir sur ces plateaux et partager le peu que nous avons comme connaissance avec la population congolaise. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous les jeunes précaires qui nous suivent à ces moments et au même moment, nous saluons tous les travailleuses de S-Média qui nous reçoivent sur le beau plateau ce matin. Merci. Wow, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler, de décortiquer les discours du chef de l'État dans le lancement officiel de Santé universelle. Nous avons tous suivi. Nous allons essayer de décortiquer ce que le chef de l'État a voulu dire réellement. Et sinon, si la régie est d'accord avec nous, on va mettre cet élément qui va nous permettre réellement de suivre, enfin d'en dire plus. Président du Sénat, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, mesdames et messieurs les médecins chefs de zone, distingués invités, mesdames et messieurs. La couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement.
Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Les objectifs spécifiques incluent la mise en place de soins de santé de qualité dans plus ou moins 320 centres de santé et 50 au président du Sénat, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous venons de suivre le chef de l'État. Nous venons bel et bien de suivre le chef de l'État. Monsieur Josué, lorsque le chef de l'État nous dit clairement que la santé universelle est une aspiration mondiale avec nos réalités ici au Congo, est-ce que ces projets vont aboutir? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Herman. Sinon, laissez-moi d'abord saluer quand même cette initiative qui, pour nous, c'est une bonne initiative de la part du président de la République qui pense que, puisque avec ce que nous venons à peine de suivre ensemble avec vous, chers frères, laissez-moi vous dire que ça, ce sont des basiques ailleurs. C'est-à-dire dans des pays développés, les pays qui se respectent, déjà le problème des soins de santé, ce sont des problèmes basiques qui sont déjà réglés à la base. Et ça ne fait pas de discussion ni de problèmes ailleurs. Sauf que nous, avec le retard de développement que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à assister à de petites réalisations, en quelque sorte, qui pouvaient déjà être mises sur pied depuis très longtemps. Alors, ce que moi je peux dire par rapport au message du chef de l'État, le chef de l'État a voulu nous faire savoir clairement que les aspirations mondiales par rapport aux accords qui ont été signés par l'ONU le 23 septembre 2019, qui a proposé à ce que partout à travers le monde, les soins médicaux, la couverture santé universelle doit être prise en charge par le gouvernement. Voyez-vous? Alors, mais fort dommage que chez nous ici, nous sommes en train tous de nous poser la question: est-ce que réellement ça a été bien étudié ces projets? Voilà. Est-ce que les personnes qui ont ramené le chef de l'État sur cette réalisation, ils ont eu à bien étudier tout le paramètre? Puisque si vous constatez d'abord seulement sur la ville-province de Kinshasa, combien des hôpitaux que nous avons, que l'État lui-même a ou subventionne, combien des hôpitaux? Donc si on comprend bien, M. Josué, c'est-à-dire que
ces projets vont souffrir comme les projets de la gratuité de l'enseignement qui a connu un grand problème au début, mais on a constaté que le ministre Tony Mwaba a essayé de faire un peu de son mieux. Jusqu'aujourd'hui, ça va un peu. C'est-à-dire que ça va souffrir d'une bonne exécution dans le départ, ou soit ce sont des décisions puis en avant vite. Exactement. Laissez-moi vous dire que, étant donné patriote congolais, je ne peux pas souhaiter qu'un bon projet puisse souffrir. Mais seulement étant donné scientifique, quand nous faisons la lecture de ces projets, nous constatons que ces projets vont souffrir bien évidemment. Voilà. Puisque on n'a pas pris en compte les paramètres qui peuvent réellement faire que ces projets soient appliqués correctement, tel que l'idée du chef de l'État le veut. Et là, moi, je suis en train de me dire que ces gens qui entourent, permettez-moi, les autorités qui entourent le président de la République, ils doivent tenir compte de cela. N'amenez pas les chefs en train d'inaugurer ou de faire des promesses en promesses, des histoires qui vont peut-être souffrir de l'applicabilité. Voilà. Et dans ces cas, nous pensons que ce n'est pas la bonne manière d'amener les chefs dans des situations pareilles, puisque nous sentons déjà que ces projets vont souffrir, bien évidemment. Parce que jusque-là, on commence toujours d'abord à Kinshasa, parce que c'est seulement Kinshasa qui bénéficie d'abord de ces programmes, parce qu'on a dit que d'autres provinces aussi vont emboîter le pas, mais pour maintenant, on a lancé qu'à Kinshasa. Et vous pensez pourquoi on privilège Kinshasa alors que d'autres provinces qui pouvaient aussi, parce que le chef aussi en a parlé dans son discours. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Je crois que c'est la question que tous nous posons, puisque la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Et d'ailleurs, à Kinshasa, il y a quand même des gens qui essayent d'atteindre un seuil correct, permettez la tautologie, qui peuvent eux-mêmes subventionner leurs soins médicaux. Tandis que au fin fond, à l'intérieur du pays, là-bas, quand vous allez dans nos villages, au fin fond, il y a pleinement de difficultés. Il y a des gens qui meurent à cause juste de peut-être l'aspirine ici qui manque. Peut-être l'Ibicap ici qui manque, et il y a des gens qui perdent leur vie à cause de cela. Mais si je suis, si on retient bien, le chef de l'État n'a pas pris en charge le soin de santé en général. Le chef a pris en charge seulement lorsqu'on parle de la gratuité de la maternité et soins de nouveau-nés. Merci, M. Herman. D'abord, lorsque vous tombez malade, vous allez vous soigner vous-même. C'est ça même le problème. D'abord, nous commençons à faire l'analyse par rapport d'abord à la maternité. M. Herman, il n'y a pas longtemps, si nous voyons les autres nations, comment ils se sont développés, quand vous allez par exemple en Chine, à un moment, la Chine aille à prendre des mesures, afin que, puisque avec la croissance démographique du jour au jour, et que vous n'êtes pas encore à mesure de prendre soin de ceux-là qui sont vivants, et que vous devez continuer à donner naissance à d'autres personnes qui vont s'ajouter aux problèmes qui existent déjà, c'est déjà tout un problème. Moi, je croyais qu'on pouvait passer à autre chose. Ça, c'est selon moi, que de permettre à ceux qu'aujourd'hui, puisqu'il y aura même des mineurs qui voudront mettre au monde, parce qu'ils savent que les soins de santé sont, les frais de maternité sont gratuits. Voyez-vous? Et dans ces cas, voyez un peu ce que ça va donner. Or, nous souffrons déjà d'un problème démographique. C'est pour cela Kinshasa actuellement est surchargé. Si vous constatez bien, la ville de Kinshasa actuellement, il y a plein de personnes et généralement, ça nous cause déjà des problèmes. Si vous allez sur les plans de l'insalubrité, nous avons de problèmes sérieux. Nous avons de problèmes sérieux par rapport à la gestion de l'environnement d'une manière générale. Tout cela, ça nous pose des problèmes puisqu'il y a cette croissance démographique qui est en train de prendre une grande vitesse.
Et si on va encore favoriser que la maternité soit gratuite, personnellement, en tout cas, je trouve que si ce n'est pas bien encadré, on aura plus de problèmes encore à la longue. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une décision prise en avant vite. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas bien encadrée, elle va causer beaucoup de problèmes et des solutions. Exactement, exactement. C'est une solution que le chef a voulu donner au problème, puisque certainement, quand vous lisez les objectifs du développement durable, les ODD, vous verrez que il y a une rubrique qui parle de la lutte contre la pauvreté. Et dans cette lutte contre la pauvreté, vous verrez qu'il y a certains éléments qui sont énumérés, entre autres les soins de santé doivent être, cet accès aux soins de santé facile et dans de bonnes conditions, c'est épinglé dans ces chapitres. Voyez-vous, c'est bien beau, mais seulement s'il n'y a pas de l'encadrement, M. Herman, nous connaîtrons des problèmes très sérieux 10 ans plus tard, puisque à chaque fois vous commettez une situation, attendez-vous aux résultats. Et les résultats peuvent être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et si, avec cette allure que nous prenons, les gens arrivent à mettre au monde un désordre et qu'on ait des filles mères, comme ça a toujours été, et dans ces cas, voyez-vous que ce sera un problème très sérieux. Je retiens d'abord ce que vous dites. Vous dites que si le mesure ou la mesure n'est pas bien encadrée, les gens vont commencer à mettre au monde en désordre. Pour vous, il a fallu que le chef ou dans ces projets, on détermine le statut, ou soit de ceux-là qui peuvent bénéficier réellement de ces programmes, que ce ne soit pas toute femme qui va mettre au monde, qui bénéficie de ces projets, c'est seulement peut-être les femmes mariées ou les femmes qui, un peu âgées, des adultes bien sûr, je vais dire peut-être au-delà de 18 ans, et non c'est là en deçà de 18 ans. Oui, bien évidemment, c'est ça même, puisque on reconnaît, nous avons le code de la famille qui existe, on reconnaît une femme mariée que celle qui est adulte. On ne peut pas faire épouser une mineure. À l'ère actuelle, ce n'est pas, on ne met pas au monde parce qu'on est marié. Non, non, là je parle. Il arrive. Là je suis en train de. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est une problématique que nous avons déjà. Nous cherchons des solutions à cela. Nous n'avons pas encore trouvé des solutions à cela, Monsieur Herman. Puisque cette histoire d'avoir des filles mères, aujourd'hui, c'est comme ça nous assistons au phénomène Koulouna. C'est comme ça nous assistons à tous ces banditismes urbains que nous sommes en train de constater. Et là, nous ne pouvons pas encourager. Cette mesure devait être accompagnée par certains principes de base. Comme vous l'avez dit, peut-être les femmes réellement mariées, reconnues officiellement mariées, et dans ces cas, peut-être dans ce sens, on peut admettre. Si on prenait cette logique-là, ça ne sera pas une discrimination pour les autres. Non, non, mais Monsieur Herman, dans toute condition de vie, il y a toujours eu des principes fondamentaux qui peuvent accompagner cela. Sinon, si on n'y a pas de principes, toutefois qu'il y a un principe, ça veut dire qu'il y a une discrimination. Puisque celui qui ne fait pas partie du principe d'office, il n'est plus dans les critères. Il y a des discriminations positives. Bien évidemment, cette discrimination, pour moi, ça allait être mieux qu'on puisse canaliser cela dans ce sens-là. Voyez-vous, on ne pouvait pas donner accès à n'importe qui. Sinon, nous allons assister à des scénarios. Et c'est ce que nous voyons. Maman Denise, tel est la sur le Camboyo. Parce que quand tu mettras au monde, mettre au monde c'est bien, mais c'est pas fini. Il faut éduquer l'enfant, il faut nourrir l'enfant, il faut avoir un toit pour dormir. Voyez-vous? Et c'est comme ça aujourd'hui, nous assistons même à des constructions anarchiques, parce que au fur et à mesure que vous n'aurez pas des endroits pour dormir, peut-être vous serez obligé de diriger quelque part là où c'est interdit, parce que vous avez besoin d'avoir un chez-soi. Voyez-vous? Alors moi je crois que c'était pas ça les primordial, bien que le chef l'a fait. Sinon, il faut encadrer cela.
Puisque nous sommes de ceux-là, par moment, nous passons dans des hôpitaux pour voir les conditions auxquelles les gens, la population congolaise a accès aux soins, pendant même que vous payez, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est ce que je vais même poser la question de savoir, est-ce que si la maternité, comme la maternité est devenue gratuite, est-ce que lorsque une femme va dans l'hôpital, elle sera vraiment bien reçue? Parce que déjà, même lorsqu'on part avec l'argent, on voit des lanternes dans lesquelles les infirmiers, les infirmières font. Est-ce que alors que si la maternité est gratuite, est-ce qu'il y aura vraiment de bonnes conditions de soins pour ces mamans? Bien évidemment, c'est ça ce que j'étais en train de dire avant que vous me repreniez la parole. Je l'ai dit ici que nous souffrons déjà d'un problème. Okay. Nous avons beaucoup de problèmes dans ces pays qui ne sont pas encore résolus et qui demandent beaucoup de réflexion pour que ces problèmes soient résolus. Et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes que nous avons en créant encore des problèmes qui seront très complexes par rapport aux problèmes qu'on avait avant. Puisque avec ce que nous sommes en train de faire maintenant, on risque d'avoir des problèmes qui seront très complexes même que ceux-là qu'on avait avant. Alors, déjà, je vous ai dit, moi, à un moment, je suis passé dans un hôpital de la place, que je me réserve de citer les noms, mais pendant qu'on payait, mais j'ai constaté que c'était pas facile. C'était pas facile. Même l'hôpital général de référence, vous trouverez par moment, il y a des gens là-bas, tu as l'argent, mais tu ne sais même pas accéder là où il y a les patients. Vous voyez? Alors, si déjà dans ces conditions-là... Alors qu'on paye l'argent. Or qu'on paye l'argent. Bien, peut-être que ça doit être minimisable, bien évidemment, mais c'est pas facile. Et maintenant que ça... D'abord, dans ces pays, nous souffrons d'un problème d'applicabilité des textes. Oui, oui. Le plus souvent, on nous présente des textes devant la télé, nous constatons, nous assistons à des scénarios comme ça, mais dans les faits, dans la pratique, nous ne constatons pas que cela est pris en compte. Revenons juste aux petits problèmes que nous avons, même le problème des transports, que nous connaissons tous les jours. Il y a des arrêtés qui sortent ça et là, on a stoppé ceci, on a dit ceci. Mais est-ce que ça s'applique? Quand vous êtes en cours de route, vous constatez que c'est de l'anarchie. Exemple pour la garantie locative qui était en 3 mois. Qui est à 3 mois. Mais où est-ce qu'on applique ces principes-là? Alors, nous souffrons déjà d'un problème d'applicabilité de texte. C'est ainsi, nous profitons pour lancer aussi cet appel au chef. Il doit être bien entouré. Il doit avoir des personnes qui réfléchissent très bien, qui analysent. Puisque moi, étant donné activiste, je m'excuse, moi, étant donné activiste, les solutions que nous devons trouver à nos problèmes ne doivent pas être des solutions éphémères, ça doit être des solutions durables. Merci. Alors, il faut penser à la durabilité de tout ce que nous posons comme acte. C'est-à-dire que s'il faut penser à la durabilité de ce que nous posons comme acte, c'est-à-dire qu'il s'il faut penser à ce que le projet soit bien exécuté, vous pensez qu'il faudrait d'abord commencer par construire des hôpitaux. Mais c'est ça la base, chers frères. C'est ça la base. On devrait commencer par avoir des hôpitaux, voyez-vous, c'est des infrastructures de base qui pouvaient réellement permettre à ce que nous puissions maintenant bien lancer ces projets. Nous avons les hôpitaux, nous avons tous les matériels qu'il faut dans ces hôpitaux, tous les matériaux, aussi, exactement, faire le recrutement de personnel qui doivent réellement travailler et pas n'importe quel recrutement par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. Vous avez suivi avec, permettez d'ouvrir cette parenthèse et la fermer. Et ce qui s'est passé avec le concours du ministère du Travail. Ah, okay. Voyez-vous, il y a des gens qui, leurs noms ont figuré sur les listes, mais d'où pour le moment, les noms ne figurent pas sur les listes. Voyez-vous, c'est déjà aussi un problème.
Alors, si on doit aussi faire un recrutement, par exemple, de personnel qui doivent travailler dans des infrastructures, des bases telles que les hôpitaux, ça ne doit pas être des gens recommandés. Ça ne doit pas être des militants des partis politiques. Voilà. Ça doit être des personnes bien qualifiées, bien calées dans la matière, puisque les soins de santé, on ne blague pas avec la santé des humains. Si nous devons parler, si nous devons faire tout ce que nous voulons faire, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Et la vie est sacrée. Nous devons préserver la vie de nos compatriotes congolais. Voyez-vous? Alors, je crois que c'est dans cette optique que les choses devraient réellement se passer. Mais je ne sais pas comment cela s'est passé avec le lancement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait récemment. Je crois bien que c'est là qui l'ont accompagné, puisque le président de la République est entouré de beaucoup de conseillers. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, dès le début, vous avez d'abord appuyé l'initiative, mais seulement que l'initiative n'était pas... il a fallu encore de mesures d'encadrement pour que cette initiative soit bel et bien exécutée d'une bonne façon. Oui, bien évidemment. J'ai commencé par saluer d'abord, puisque il y a des bonnes idées, bien évidemment, qu'on doit encadrer, des belles initiatives. C'est une très belle initiative pour nous, étant donné Congolais. Nous sommes contents que nos parents qui sont au village, nos parents qui sont restés de l'autre côté, doivent bénéficier quand même, puisque c'est pas facile pour eux d'avoir accès aux soins de santé. Voyez-vous, c'est pas mal l'initiative. Mais ce que nous condamnons, c'est que nous allons vite en besogne. On ne sait pas respecter réellement les choses telles que cela doit se passer. Puisque dans le sens où nous allons maintenant, quelques jours ou après quelques temps, nous allons connaître des sérieux problèmes dans l'applicabilité de ces projets. Voilà un peu les regrets que nous avons. Alors, nous pensons que on va prendre des mesures pour accompagner ces projets. Puisque avec ce que nous entendons concernant le projet des 145 territoires, nous ne pensons pas que le nombre d'hôpitaux qui sont prévus dans ces projets pourra réellement répondre, puisque nous sommes une population énorme, estimée à plus ou moins 2 millions, et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de choses, puisque on connaîtra toujours des problèmes. On connaîtra toujours des problèmes, et nous devons encadrer cette mesure pour que cela soit bien applicable. Voilà un peu ce que moi je pouvais dire ou compléter par rapport à ce qui a été fait avant-hier. Merci beaucoup, monsieur. Je suis Dikamba. Okay. Nous allons passer au deuxième sujet. Nous allons décortiquer, parce que pas plus tard que hier, le ministre, le porte-parole du gouvernement, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ont fait le briefing de mission de M. Agoma. Ils nous ont expliqué ce qui s'est passé à Goma hier, à la RTNC, et nous voulons vraiment essayer de décortiquer, de comprendre ce qui s'est passé. Alors pour ça, on doit d'abord regarder ce que nos ministres ont dit afin de bien décortiquer. Sauf si vous souhaitez que je dise autre chose que ce que j'ai dit. J'ai voulu être le plus franc possible parce que nous n'avons pas à cacher. Je vous ai expliqué que les événements, il y a une manifestation qui était prévue pour les 30. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements. Est sorti pourquoi?
j'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Si vous ne voulez pas me croire et que vous avez votre vérité à vous, dites-le à la population. Vous êtes libre de le faire. On va prendre Marlon Kachamou. Blaise Boko qui allez-y, on va prendre la série pour répondre en une fois. Bonsoir Excellence. J'ai deux petites questions. La première question, c'est pour le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le gouverneur militaire a été rappelé à Kinshasa avec deux autres officiers. Et pourquoi vous, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, vous ne démissionnez pas, vous et le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba? Parce que quand on vous a suivi, vous semblez ne pas maîtriser la situation et aujourd'hui vous donnez l'impression de subir les événements en lieu et place de les prévenir. Une autre question au ministre de la Communication et Médias, ça concerne les transports à Kinshasa. Pourquoi vous ne ramenez pas ici M. Ngobila, mais également le ministre des Transports? Parce qu'aujourd'hui, la grille tarifaire à Kinshasa n'est pas respectée. La population est en train de subir en lieu et place de bénéficier des acquis du gouvernement. Une dernière préoccupation, est-ce que les démarches concernant les rapatriements du corps des STEFI ont déjà été amorcées pour que nous, à notre niveau, puissions aussi nous préparer? Merci. Marlon Kacham. Vous demandez ma démission parce que je serais en train de subir des événements? Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit, un cas qui est arrivé, qui n'a pas été préparé, un dérapage. Et qui arrive partout, hein. On voit qui arrive, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dû éviter et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui de rechercher la responsabilité au sein du gouvernement. Voilà. Je ne vais pas revenir sur les explications parce que toute personne de bonne foi qui a compris les explications ne peut pas chercher des responsabilités ailleurs que sur les lieux où les faits se sont commis. Voilà. Alors, la question que vous me posez, en réalité, vous devez la poser au vice-premier ministre. Je crois que la question aurait été d'ailleurs plus intéressante pour lui que lui demander ce que vous avez demandé au départ, parce que nous parlions justement avec les gouverneurs de la ville avant ces briefings sur le transport à Kinshasa. Peut-être que le vice-premier ministre qui a dans son portefeuille la gestion notamment des relations avec les gouverneurs peut nous dire un mot, parce que, monsieur le vice-premier ministre, les embouteillages dans la ville, c'est exécrable. Oui, comme vous l'avez dit, avant d'entrer dans cette salle, j'ai appelé en présence de mon collègue, le gouverneur de la ville, pour lui demander de prendre ces problèmes à bras le corps. Il m'a promis qu'il allait les faire. C'est ça mon rôle, c'est d'intervenir dans des situations comme ça, d'essayer de... Vous savez, j'interviens de temps à autre dans la régulation
de la circulation, ce qui me vaut parfois la critique de mes compatriotes. Ça veut dire que moi, je prêche par l'exemple. Ce n'est pas normalement mon rôle de me mettre sur les rues en train de réguler, mais je vais lancer un message à ceux qui sont commis à cette tâche de le faire et de le faire bien. Merci, nous avons suivi M. Josué. Je suivis cet intervenant qui pense que dans un pays sérieux, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, y compris celui de sécurité, devait normalement ou carrément démissionner. Pourquoi? Parce que nous avons comme l'impression que les Congo ou la RDC n'est pas à mesure de se prévenir. On est en train de subir à la place de prévenir les choses. Est-ce que, selon cette façon de dire, est-ce que pour vous, votre analyse par rapport à ça, est-ce que le ministre normalement devait démissionner? Merci beaucoup, M. Herman, pour la question. Bon, je ne suis pas peut-être dans ces débats par rapport à la démission du ministre. Je crois que d'abord, il faut toutefois savoir que chez nous ici, en Afrique, généralement, cette culture de démission n'existe même pas. Les gens n'en ont pas, alors n'y pensez même plus à ça. Je ne suis pas dans ça, en tout cas. Et certainement aussi, le problème qui est arrivé, nous devons savoir, bien évidemment, que les accidents existent. C'est pas pour rien que ces mots accident doit exister dans les DICO ou soit à l'Académie française. Alors, c'est pour dire que les accidents, ça existe. Mais seulement, il y a quelque part des responsabilités qui doivent être établies. Puisque nous sommes dans un pays que nous, étant donné compatriotes, nous avons pleinement confiance à nos dirigeants, dans le sens que par rapport à la sécurité, quand nous entrons pour dormir, quand nous vaguons à nos occupations, on pense que la sécurité doit être assurée telle que la Constitution nous la propose. Hein? Alors malheureusement il y a quand même des dégâts. Certainement le ministre lui-même, le VPM a reconnu qu'il y a certainement des rapages. Il faut reconnaître réellement. Alors moi je crois que cette façon de voir les choses que le ministre a eu, et c'est certain. C'est certain, mais seulement on ne doit pas rester dans cette optique-là. Nous gouverner, c'est prévoir. Voilà. Ça, c'est ce que nous disons et nous répétons. Alors, le gouvernement doit prendre ses responsabilités à main. Il y a des coins dans ce pays, en quelque sorte, c'est comme s'il y a l'inexistence de l'État. Et là, ce n'est pas possible. Et surtout quand cet événement se passe à Goma. C'est pour cela, M. Josué, nous avons comme l'impression que le gouvernement minimise un peu ce fait. C'est-à-dire que le gouvernement, il y a eu 51 morts, mais c'est comme si le gouvernement minimise. Parce que lorsqu'on a suivi le vice-ministre de l'Intérieur, il nous dit que, parce qu'on a proposé même, si on peut avoir le deuil national, on dit il faudrait d'abord identifier ces gens-là. On ne sait même pas, il y a d'autres qui n'habitaient même pas Goma. Et tout ça, c'est comme si que les gouvernements est en train de minimiser un peu les morts et pense que c'est l'armée rwandaise qui a poussé à ce que cette situation puisse dégénérer. Bon, Monsieur Herman, je crois que c'est une interpellation. Moi, étant donné activiste, je l'ai dit ici, que causer la mort même d'une seule personne, voilà, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas encourageable, puisque la vie humaine, elle est sacrée. Voilà, ce qu'on a vu même en France, lorsqu'il y a eu ces 13 personnes qui étaient mortes comme ça, et en 2013, tout le monde avait crié « Je suis Charlie, je suis Charlie ». Et tout le monde s'était mobilisé. Mais aujourd'hui, on voit c'est comme si que
ça regarde seulement un coin, ça regarde seulement Goma et le gouvernement presque inactif. En tout cas, nous profitons de cette occasion pour interpeller le gouvernement. Et c'est inadmissible, c'est inadmissible. Okay. Une cinquantaine de personnes qui ont perdu leur vie comme ça, on ne peut pas prendre cela à la légère. Okay. Hein, et se penser que c'est une petite chose. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, ce sont des jeunes qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo demain. Et ça, ce n'est pas tolérable. Nous devons compatir ensemble avec ces familles. Nous devons compatir ensemble avec cette population de Goma qui est de temps en temps toujours en difficulté, toujours massacré, voilà. Et parfois massacré par les étrangers et parfois massacré par le Congolais eux-mêmes. Et derrière ça, soi-disant, il y a même des gens qui sont derrière ce genre de comportement. Merci et beaucoup. là, ce n'est pas correct. Nous devons faire très attention, nous devons prendre garde. Ailleurs, si une personne tombe, un militaire tombe, un individu tombe inutilement, gratuitement, et ce n'est pas tolérable. Et chez nous ici, une cinquantaine de personnes, nous ne devons pas prendre cela comme une mince affaire. Merci beaucoup, monsieur Josué. Est-ce que vous êtes d'accord pour la mesure prise? On dit il y a suspension de des policiers en charge de la sécurité. Il y a province, il y a Goma. Et on a vu aussi un procès déjà à flagrance au Ebanda qui déjà avant-hier. Est-ce que vous pensez que ce procès va vraiment aboutir à quelque chose de bien? Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous n'étions pas sur place. Nous faisons confiance à ceux-là qui sont descendus sur place. Merci. Pour nous informer. Mais seulement, je crois que tout le monde qui a participé à ce crime, puisque c'est un crime, et il doit répondre à ses actes. Ça, c'est ce qui est évident. Et nous profitons de cette occasion aussi pour interpeller toujours notre gouvernement, puisque souffrez de cela, vous êtes responsable, vous êtes garant, vous devrez réellement prendre soin de la population. Et nous ne pouvons pas admettre que une population qui perd sa vie comme ça, et il n'y a que 2 personnes, soi-disant. Et bon, je ne sais pas comment cela s'est fait. Et je me dis que il y a plusieurs personnes qui doivent répondre réellement à cet acte. Normalement, c'est la question même on a posée au au ministre, de savoir pourquoi. Nous avons comme l'impression que seulement les officiers moins gradés qui sont interpellés, alors que le gros poisson ne sont pas inquiétés. Bon, merci. Je ne peux pas entrer dans ces jets parce que personnellement, j'ai suivi les procès. Je n'ai pas vu le moins gradé. Au contraire, je vis des officiers supérieurs. Il y a des officiers supérieurs et aussi pour la garde républicaine, il y a ces 6 officiers que voilà, ils sont les moins gardés. Voilà. Alors, je crois que déjà il y a une exception parce que il y a des officiers supérieurs qui font partie, bien évidemment, et surtout dans ce genre de choses, il y a toujours une personne qui est le chef de file, je peux le dire. C'est lui qui est commanditeur de l'acte. Et la plupart de ceux-là qui exécutent de l'ordre, ce sont les subalternes. C'est certes qu'il y a eu beaucoup de subalternes qui doivent être interpellés, et peut-être moins de supérieurs, puisqu'ils peut être les seuls qui avaient donné l'ordre pour que cela se fasse. Alors, ça peut être dans ce sens-là. Mais sinon, nous faisons confiance. Nous nous disons que la lumière sera réellement faite et les responsabilités seront réellement rétablies. Et tout le monde va répondre à ses actes. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Merci beaucoup. Si on comprend bien, c'est-à-dire que, alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre
à ces procès. Parce que nous avons que ça, alors que nos mamans, nos papas, nos jeunes de ces coins-là, qui réclament, qui en ont marre, parce que déjà, ils traitent que la MONUSCO ne fait rien. Et alors, ces jeunes sont en train de saccager les organes internationaux. C'est ce que nous ne voulons pas. Ils sont en train de saccager les organes internationaux. Ces jeunes-là, qui parfois sont désorientés par les politiciens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci beaucoup, M. Herman. Je crois que c'est un appel que je fais à ces jeunes-là qui sont dans cette partie qui est toutefois tracassée, qui est toutefois dans des guerres, plusieurs atrocités, par rapport à leur situation géographique. Nous n'avons pas demandé à Dieu de nous donner beaucoup de richesses qui se trouvent dans ces coins-là, puisque nous savons que tout ce qui se passe dans ces coins-là, c'est compte tenu de nos richesses qui se trouvent dans ces coins-là que tout le monde est manipulé et manipulable, puisqu'on a besoin d'avoir de l'argent, on a besoin d'avoir un poste de ceci, de cela. Mais seulement aux jeunes, nous lançons un appel à vous jeunes. Le moment est en train de venir. Le 20 décembre est en train de s'approcher. C'est là que nous allons sanctionner, bien évidemment, tous ceux-là qui ne nous aident pas. La majorité ne nous aide pas, ils sont au pouvoir, c'est pour leurs intérêts personnels. Ils ne tiennent pas compte de nous jeunes, qui constituent l'avenir de demain. Et ils viendront pour vous dire de ceci, de cela, et vous allez vous emballer à cause d'un 5000, à cause d'un t-shirt. Prenez conscience. Nous compatissons ensemble avec vous dans cette situation qui est inédite, qui est en train de se passer dans votre coin, dans ces coins de la République démocratique du Congo. Mais seulement, nous vous soutenons, nous vous encourageons de tenir bien. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ce pays nous appartient tous. Soyons conscients et voyons à qui nous pouvons faire réellement confiance pour garantir l'avenir de notre pays. Parce que, M. Josué, nous avons comme l'impression que ces mamans, ces papas, ces jeunes de ce coin-là sont abandonnés. Et que nous, ici à Kinshasa, ce que nous faisons, c'est aller dans des concerts, aller faire des manifestations qui, parfois inutiles. Alors que, lorsque une partie du corps a un problème, c'est le corps tout entier qui en souffre. Mais nous avons comme l'impression que nous sommes un peu passifs, malgré nous avons que notre parole et notre bouche et nos caméras pour parfois dénoncer ce qui s'est fait là-bas. Mais il y a d'autres personnes qui ne font presque rien, et que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas leur problème. Par rapport à vous, par rapport à votre association, par rapport à vos convictions, vous étant activiste, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes, à nos papas ici à Kinshasa, qui croient que lorsqu'on est à Kinshasa ici, nous on est épargnés, alors que la République démocratique du Congo, c'est notre pays à nous tous, et partout là où nos mamans sont là, nos mamans, nos papas, ils n'ont pas choisi d'y être exactement. Voilà, ils n'ont pas choisi cette situation. Mais nous, quand même, on vit un peu bien. Mais il y a d'autres personnes qui sont là lorsqu'ils se réveillent le matin. On va pas faire 1 heure, 3 heures, 4 heures, 10 heures sans pourtant qu'il y ait de balles, sans pourtant qu'il y ait des morts d'hommes. Il y a des gens qui vivent dans des conditions précaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur Josué Dikamba? Merci. Une fois de plus, je crois que cette jeunesse, ces papas, ces mamans de l'Est de la République démocratique du Congo, vous n'êtes pas oubliés, puisque si vous étiez oubliés, on ne pouvait pas parler de vous à ces instants, devant nos caméras. Mais si réellement nous parlons de vous ici, c'est pour dire que nous avons aussi une pensée qui est tournée vers l'Est du pays, qui est
attaqués à chaque fois et dans des tourmentises à tout moment. Certainement, il n'y a pas de règles sans exception. Il y a certaines personnes qui sont dans la distraction, bien évidemment, mais nous rappelons à l'ordre ces personnes ou ces personnalités qui sont en distraction que l'heure est grave. Nous ne pouvons pas laisser, nous ne pouvons pas oublier notre population de l'Est pendant que nous nous approchons aux élections qui sont carrément dites que ce sont des élections inclusives, c'est-à-dire nos populations de l'Est du pays doivent réellement aussi participer aux élections au même moment que nous. Alors, certainement, nous devons faire continuer à mener des efforts ensemble avec le président de la République, chef de l'État, qui est déterminé. Là, vraiment, je les confirme parce que je sais bien que récemment, j'ai suivi son point de presse où il a martelé à suffisance tout ce qui est en train de se passer à l'est du pays. Je crois que si tout le monde, nous joignons à lui, dans la même ordre d'idées pour combattre l'ennemi, puisque certainement, il y a une mainmise ou une main noire qui est en train d'entretenir ce qui est en train de se passer dans cette partie du pays. Merci. Je crois que ensemble, on aura dans les jours à venir de parler de notre situation politique de notre pays. Parce que vous dites que le chef de l'État, d'ailleurs, c'est la vérité, qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que la paix règne dans cette partie de l'Est. Mais la présence de l'EAC devait déjà quitter le lit, mais on vient encore d'ajouter 3 mois pour l'EAC, alors que on traite déjà que l'EAC ne fait rien et là, parfois en complicité avec le rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y a même dans l'EAC les Rwandais parmi, que l'EAC devait déjà partir, prendre ses valises. Mais on vient encore d'ajouter 3 mois, cette prolongation-là. Qu'en dites-vous? Merci bien pour cette question. Je crois que, et je l'ai dit tout au départ de notre émission, j'ai dit, s'il y a une personne qui est bien entourée, qui a plusieurs conseillers, et c'est le président de la République. Alors, je crois que si ils ont jugé bon au niveau du gouvernement d'accorder encore 3 mois à l'EAC, nous savons tous que dans toute procédure déjà entamée, il y a aussi une procédure peut-être pour atténuer ou pour arrêter ce qu'on avait déjà entamé. Alors peut-être malgré que le chef lui-même dit que la présence de l'EAC est presque inutile. Ah oui, hein, les chefs peuvent le dire parce que il en a marre de... Parfois, il a dit que c'était même pas sa décision, son idée. Exactement, les chefs peuvent le dire. C'est vous qui l'avez soulevé, moi je n'ai pas suivi ça, mais seulement le chef, il est mieux informé et que nous tous. Il est le premier d'entre nous, il est le mieux informé aussi. Alors, s'ils jugent qu'ils ne font rien, ils n'ont rien fourni depuis qu'ils sont là, je crois que c'est par rapport aux informations qu'il a sur terrain. Mais certainement, dans la politique, il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Alors, vous ne pouvez pas peut-être sauter ou soit chevaucher les étapes. Il faut suivre les étapes telles que cela a été prévu dans les accords. Alors, je crois que si la décision est du gouvernement de prolonger jusqu'à 3 mois, je crois que coûte que coûte, ils finiront par partir. C'est ça. C'est ça la réalité. Nous finirons par prendre les dispositions pratiques nous-mêmes et prendre les histoires à main pour finalement renverser cette situation de guerre qui ne fait que terrasser notre partie est du pays. Merci beaucoup, M. Josué. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Comme conclusion, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est que le gouvernement de la République, nous sommes à quelques mois de nos élections, dans les pays.
Alors, nous demandons à ce que le gouvernement prenne garde. La sécurité de la population congolaise est primordiale. La santé, comme le chef de l'État l'a dit, c'est aussi primordial. L'alimentation, l'éducation, l'inclusion politique, les opportunités, la dignité de l'homme, c'est primordial. Alors, nous devons sécuriser cette population, nous devons prévenir ou prévoir la situation qui est en train de tracasser ou d'endommager le paisible citoyen congolais, afin que la population vive mieux et que la population aille aux élections paisiblement. Voilà un peu ce que je pouvais dire et lancer un appel aux jeunes qui nous suivent. Nous, en tant que mouvement des jeunes précœurs, en sigle Précagène, nous sommes là pour encadrer et orienter le jeune précœur vers le bon mœurs. Entre autres, l'encadrement scientifique et entrepreneurial. Et nous lançons un appel à tous les jeunes quinois de s'adhérer massivement à notre mouvement, le Précagène, qui a besoin de vous pour vous encadrer et vous orienter, et faire appel même pour une activité que nous organisons ce 22 septembre pour sensibiliser les jeunes. Ça sera pour nous un moment de sensibilisation et d'éveil de conscience de la jeunesse congolaise par rapport aux enjeux de l'ère. Nous vous convions à participer à cette activité qui va se tenir au sein de Aquasplash au niveau de 14e rue Limité à 15 $ seulement pour tous les jeunes de la capitale congolaise. Voilà le message que nous lançons aux jeunes. Merci beaucoup, messieurs, dames. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons bel et bien parlé de deux sujets. Nous avons parlé de la gratuité de la maternité et les soins de santé des nouveau-nés. Et nous avons décortiqué le briefing mission à Goma, ce que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ont eu à dire sur notre chaîne nationale. Messieurs, dames, c'est avec ces mots que je vous dis bye, à la prochaine.